Allez, c'est la 140e revue de la semaine. On envoie le générique et après j'explique. Cette semaine, je veux pointer du doigt un phénomène qui, à force d'être sous nos yeux, finit par devenir invisible. C'est le passage du régime macroniste à des méthodes de plus en plus autoritaires à mesure que passent à l'Assemblée des lois sur la sécurité, des lois contre le terrorisme. Là, en ce moment, il s'en discute encore une. On est depuis 30 ans à la cadence d'une loi tous les 2 ans, et depuis que c'est M. Macron, c'est une loi par an. Alors, il ne faut pas croire que toutes ces lois qui proclament toujours des intentions extrêmement louables de lutte contre le terrorisme islamiste ou le terrorisme je ne sais quoi, soient exclusivement réservées à la lutte contre le terrorisme. Tout au contraire, chaque fois qu'une liberté recule quelque part, c'est surtout pour les militants politiques que la liberté recule. Et il est certain que les lois antiterroristes, les concepts qui sont contenus par les lois antiterroristes servent contre des militants syndicaux ou des militants écologistes. C'est ça qui est important à comprendre, pour comprendre pourquoi, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, on peut mettre en place en France tout un système de mesures, de surveillance, de contrôle, de répression. Et évidemment, plus la loi devient dure, plus la loi rend possible les débordements d'autorité, plus évidemment, ensuite, elle est appliquée brutalement. Je veux dire que quand une loi montre du doigt le crime d'association de malfaiteurs, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, on appelle une association de malfaiteurs des militants écologistes, des militants politiques, qui se regroupent pour faire une action que, par ailleurs, la loi condamne. Donc à ce moment-là, la loi ne condamne plus tant l'acte qui a été commis que l'acte qui a été commis dans les conditions de circonstances aggravantes que constitue une association de malfaiteurs. J'espère que ce que je viens de dire est assez clair pour qu'on le comprenne, parce que c'est pas évident de comprendre ce qu'est une circonstance aggravante. Mais quand vous vous êtes mis à plusieurs pour aller faire une manif qui ne plaît pas à l'autorité, qu'il y a eu ici ou là des débordements, ici ou là quelqu'un qui a posé un acte violent qui n'était pas prévu d'ailleurs, ni par lui des fois, dans le cours d'une manifestation, bon, c'est une chose que le fait soit identifié, l'auteur est identifié, ensuite il est puni. Mais c'est une toute autre chose si du coup on rend responsable tous ceux qui étaient autour du délit. C'est la raison sans doute pour laquelle dans les cas d'éborgnement, parce que c'est un délit de tirer dans la figure de quelqu'un, comme l'ont fait 32 policiers, en tout cas des policiers à 32 reprises, contre des gilets jaunes. Personne n'est jamais identifié, parce que évidemment il faudrait dire pourquoi les autres qui étaient autour ont rien dit jusque-là. Donc ce concept d'association de malfaiteurs est utilisé dans toutes sortes de circonstances, et là, ça a été le cas tout particulièrement dans la lutte que mènent des militants écologistes de tout parti contre un lieu où l'on enfouit des déchets nucléaires. Il est question d'enfouir des déchets nucléaires, c'est dans la Meuse, et c'est dans un triangle qui véritablement est un triangle maudit, où se multiplient les présences du nucléaire, et dans les conditions naturellement les plus désastreuses, parce que enfouir à 500 mètres sous terre des colis, comme on dit maintenant, de produits nucléaires qui ont une durée de vie de 10 000, 20 000, 30 000 années, vous voyez bien que tout le monde est prêt à entendre l'argument d'après lequel ça craint rien, mais que par contre l'avoir chez soi, personne n'en veut. Et là en particulier parce que non seulement il y a toute une population qui n'a pas envie de ça, qui n'a pas envie d'être le cobaye d'une expérimentation, mais ensuite parce que si l'on suit les bassins versants, il y en a pour tout le monde. Des ruissellements des eaux, alors on nous dit mais non, il n'y aura jamais de problème. Bah, peut-être bien, mais sauf que quand un de ces colis prend feu par exemple, on ne sait plus comment arrêter le feu. L'affaire s'est déjà produite une fois. Ensuite, quand il y a du ruissellement, pour l'instant on n'en a pas repéré, bah, ça ruisselle sur tout ce qui est autour. Je voudrais quand même rappeler que le Champagne n'est pas loin, hein. Donc c'est pour vous dire qu'on touche à des lieux sacrés de la culture française, comme le Champagne. Bon. Donc là, il y a des militants qui, depuis la décision d'enfouir les déchets,
à Bure dans la Meuse depuis 1991, c'est donc une lutte qui a 30 ans tout juste, hein. Il y a des gens qui s'opposent à ce stockage. Alors évidemment, en face, le lobby nucléaire et toutes les agences qui fonctionnent avec sont vent debout, et à partir de 2017, tout s'est aggravé parce que, évidemment, commence l'ère macroniste. Et dans l'ère macroniste, les militants, ils prennent cher. On l'a vu sans que j'ai besoin de revenir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 4 ans, il y a eu des enquêtes partout. Mais il faut voir la débauche de moyens. Hein. Pour que vous ayez une idée, c'est 20 000 pages de dossiers à la fin. Bon, quand il faut être avocat d'une cause pareille, c'est du boulot. 20 000 pages de dossiers, c'est 8 500 conversations écoutées pour une durée totale de l'équivalent d'une conversation qui durerait 16 ans. Vous vous rendez compte? Pendant 16 ans. Voilà. Et puis c'est 18 contrôles judiciaires pendant 2 ans, extrêmement stricts sur un certain nombre de militants, 29 personnes mises sur écoute, des perquisitions en veux-tu, en voilà. Moi, à côté, je fais figure de petite plaisanterie, et jusqu'à perquisitionner un avocat, ce qui n'est pas permis, parce que le secret qui entoure la gestion d'une affaire par un avocat, bon, est garanti, c'est une des libertés fondamentales dont disposent les accusés d'une manière générale. Bon. Donc tout ça a été fait, et puis au début, ils avaient bien chargé la mule. Ils avaient dit « Ah, le feu a pris dans tel hôtel, et il a donc été déclenché par ces militants qui constituent une association de malfaiteurs. » Allez-y, ils s'y sont mis, tout ce qui est ramassé de militants dans le coin, toc, le test ADN, pas de bol. Aucun test ADN sur les personnes connues comme étant des militants de cette cause n'a été retrouvé sur les lieux de cet hôtel qui avait connu un incendie, je vous rassure, limité, mais quand même un incendie. C'est vrai que mettre le feu, c'est pas une activité acceptable, hein, surtout dans un endroit où il y a beaucoup de monde qui est censé dormir. Mais en attendant, on ne sait pas qui a mis le feu. En tout cas, c'est pas les militants écologistes, parce que ça, si ça avait pu être prouvé, ça aurait été fait. Et en dépit de tous les sondages et les tests qu'on a fait ADN, bah, il n'y a pas, les tests ADN n'ont pas montré qu'il y avait là la présence d'un de ces militants. Alors, c'est une affaire de fou, quoi, où tout se durcit et tout passe à l'escalade parce que l'autorité nucléaire, d'une part, l'État, représenté par les fous du nucléaire dans l'État, dont le président de la République, qui, quand il vous parle du nucléaire, il dit le nuc, hein, c'est pour dire, il trouve ça formidable, bon. Alors que tout le monde sait que, bien sûr, l'idée était géniale, mais la manière dont on l'a mis en œuvre, elle n'est pas du tout, puisqu'on se retrouve avec des tonnes de déchets dont on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire de ça. On ne sait toujours pas, hein, à part les mettre dans le sol, ou bien comme les Japonais décidaient qu'on affiche tout à la mer et qu'elle a qu'à se débrouiller avec, mais on ne sait pas quoi faire pour refroidir, comme on dit, ces déchets, c'est-à-dire faire cesser le rayonnement radioactif des matériaux qui sont là. Donc, dans cette ambiance, tout le monde s'est durci. L'enquête a coûté au total 1 million d'euros, vous imaginez le truc, hein, 1 million d'euros, toutes ces activités de contrôle. Il y a sur place 75 gendarmes, jour et nuit, d'accord, jour et nuit, qui contrôlent régulièrement l'identité, pas parce que ça leur fait plaisir, mais parce qu'on leur a ordonné de le faire de manière à dissuader tous ceux qui ont envie de militer dans cette affaire. Et militer dans cette affaire, protester contre l'enfouissement de déchets, bah, c'est une activité citoyenne. Nous sommes dans un pays libre, donc il y a la liberté de manifester, mais il faut que M. Macron et ses amis se fassent à l'idée que quand on manifeste, c'est pas toujours pour acclamer le président de la République, lui présenter des cadeaux, ou je sais pas quoi, moi, faire des selfies avec lui. Il y a aussi des gens qui manifestent parce qu'ils sont pas d'accord avec quelque chose. Et la liberté de manifester est une liberté constitutionnelle à laquelle la Macronie est extrêmement hostile. Donc vous avez qu'à voir en région parisienne où sévit le préfet l'allemand, et vous avez une idée de ce qu'ils essayent de faire. Ce préfet, il avait commencé ses exploits à Bordeaux, quand il était lui préfet là-bas, toutes les semaines il y avait une manif, toutes les semaines des incidents, et il y en a eu 2 très graves, de son fait, et de la manière avec laquelle il a organisé l'intervention policière dans ces secteurs. Alors, vous connaissez la tactique, hein, dès qu'il y a un problème et que ça commence à sentir mauvais pour le pouvoir, il s'invente une espèce de, vous savez, c'est bon, tout le monde a des torts. Bah non, tout le monde n'a pas des torts.
sont en tort ceux qui utilisent d'une manière disproportionnée l'autorité et la violence, parce que le droit de manifester, le droit de ne pas être d'accord, est un droit constitutionnel. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein, mais en attendant, c'est comme ça aujourd'hui. Hein. Et puis ça s'appelle une démocratie. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas pour la démocratie, ou seulement une démocratie d'acclamation, de satisfaction et de révérence pour le prince. Bon, nous, on ne pense pas que ce soit de la démocratie, mais il y en a qui croient ça. Je crois que c'est normal, les gens expriment leur enthousiasme. Bon, alors, comment ils font dans ces cas-là? Ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait un événement violent qui permet de discréditer la lutte. Alors là, c'est l'incendie de l'hôtel, mais, comme je vous l'ai dit, pas de peau, ça marche pas. Impossible de retrouver une trace d'ADN des écologistes. Donc, on peut se poser la question de savoir qui c'est qui a réellement mis le feu à cet hôtel, parce que c'est à partir de là qu'a été déclenché tout le reste. Hein. Quand je dis le feu, vous avez bien compris, l'hôtel n'a pas été embrasé, bon, il y a eu un feu dans un hôtel. Alors, c'est pas acceptable, on est tous d'accord pour dire ça, mais on aimerait bien savoir qui c'est qui y a mis ce feu. Hein. Donc, sur ce prétexte du feu, puis pour finir, celui qui est en charge du dossier, le procureur, il dit « qu'est-ce que je vous dis, moi, il n'y a rien pour accuser qui que ce soit, donc, hop, non-lieu ». Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste une manif qui a mal tourné. Évidemment, dans cette manif, c'est l'un des écologistes qui a été grièvement blessé, puisqu'il a dû être, je crois, amputé d'un pied dans cette affaire. Alors, évidemment, il fallait aussitôt trouver le pendant, mais il n'y en a pas. Donc, au fond, des militants se retrouvent jugés parce qu'ils ont participé à une manifestation qui n'était pas autorisée, c'est vrai, mais elle n'était pas non plus interdite, parce que d'habitude, vous faites votre manifestation, et puis elle est interdite ou pas. D'accord? Le système de l'autorisation préalable, c'était sous l'Ancien Régime. En République, par principe, vous avez le droit de manifester, sauf si c'est interdit. Donc, vous déclarez votre manifestation. Vous ne demandez pas la permission de manifester. Vous déclarez, et le préfet vous dit non, pas question pour telle ou telle raison, ou bien dites-nous par où vous comptez passer, et alors le préfet vous dit non, vous passerez pas là, vous passerez là, parce qu'il y a trop de problèmes, bon, ça se discute. Mais vous ne demandez pas la permission de manifester. Hein? Donc là, il y a une manifestation qui n'a pas été autorisée, mais elle n'a pas été interdite, c'est ça qui compte. Et donc c'est tout ce qui reste. Au bout de 30 ans, au bout de 1 million de dépensés à faire toutes sortes d'enquêtes, au bout de 75 gendarmes nuit et jour présents sur place depuis maintenant 5 ans, il reste une manif, et laquelle manif a mal tourné pour les manifestants, puisqu'il y a eu quelqu'un qui a été amputé. Et c'est sur cette base que il est procédé à la torture des 7 personnes qui sont dans cette affaire poursuivies. Alors, ce jour-là, on devait y aller, nous autres les insoumis, mais c'est le mardi. Alors, le mardi, c'est le jour des questions d'actualité qui sont posées au gouvernement, donc on ne pouvait pas être les 17 là-bas. Il y a donc eu une petite délégation de nos camarades qui y sont allés. Il y avait la députée Caroline Fiat et la députée Mathilde Panot. La députée Caroline Fiat comme voisine et partie prenante, et puis de cette lutte, et puis Mathilde Panot, parce que ça fait des années qu'elle participe à tout ça, et qu'elle connaît sur le bout des doigts cette affaire. Et nous, pendant ce temps, on était à l'Assemblée. C'est mon deuxième point. À l'Assemblée, j'interpelle, c'est mon boulot, je suis président du groupe. Monsieur le Premier ministre, Bénédicte Taurine, députée de l'Ariège, est empêchée de vous poser cette question. Et Bénédicte Taurine, elle n'était pas là ce jour-là parce que, disons-le comme c'est, mais elle a été quand même drôlement secouée. Et elle est encore choquée par ce qu'elle a subi. Vous avez vu les images, un policier la jette à terre, il le fait sciemment, et 2 autres lui donnent des coups de pied. Bénédicte Taurine, députée de l'Ariège, elle n'a pas le physique d'un catcheur, hein, et quand bien même ce serait un catcheur, que ce ne serait pas une raison pour le jeter à terre au sein de son écharpe. Donc c'est une violence délibérée. Le gars qui a fait ça, on le voit sur l'image, il le fait de manière délibérée, il la vise elle, parce qu'elle a l'écharpe tricolore, et parce que c'est une femme. Parce qu'il n'aurait pas fait ça à un homme dans les mêmes conditions, hein, il aurait pu se prendre un mauvais coup ou quelque chose comme ça. Donc c'est un lâche qui s'est dit, c'est une femme, allez hop, je jette à terre une insoumise, parfait. Une brute. Et donc nous on proteste, c'est notre rôle. D'autant qu'on est certain que le cabinet du préfet l'allemand était prévenu de cette manif, savait qu'il y avait une insoumise qui était là, et nous savons, nous, parce que des policiers insoumis, il y en a aussi, figurez-vous, monsieur l'Allemand,
Hein, et il y en a partout, des insoumis. Tantôt ils sont policiers, tantôt ils sont autre chose, mais croyez pas que vous êtes tout seul là à faire ce que vous voulez. Donc les ordres qui ont été donnés de nasser puis de disperser ont été donnés directement par le cabinet du préfet allemand. Et ça, nous le savons de la bouche du cheval. D'accord ? Voilà pourquoi nous réagissons si mal, parce que ces deux propos délibérés, une violence... Alors bon, dans le passé, comment ça se passait quand il y avait une violence contre un élu? Ça arrive. Bon, vous avez une manif, un machin, un truc un peu bousculé, on ne reconnaît pas les gens. C'est la raison pour laquelle nous on met toujours les écharpes, parce qu'on veut éviter l'incident. Parce qu'il y a plein de policiers qui sont des policiers républicains, ils savent que, bon, une écharpe, c'est minimum, tarif minimum, un adjoint au maire, un député, un sénateur, bon, voilà. Et dans le passé, je vous raconterai des histoires, si vous voulez, mais j'ai connu, moi, une période où les policiers rentraient dans la manif en courant, pour choper le gars ou la fille qui avait l'écharpe tricolore, pour le sortir avant de charger sur le reste des manifestants. C'est vous dire, c'est un peu le folklore, mais ça se passait comme ça. J'ai connu personnellement une manif où je me trouvais, et où un maire a pris sur la tête un coup de matraque. Honnêtement, j'y étais. Le coup de matraque, il n'était pas volontaire. En attendant, il a pris un coup de matraque. Il faut voir l'affaire que ça ait fait dans le coin. Le préfet s'était excusé. Bon, quand vous êtes dans une démocratie, dans une république, les gens sont civilisés. Le préfet dit, bon, c'est son boulot. Donc il appelle, il dit, monsieur le maire, je suis vraiment désolé, je vous présente nos excuses, c'est pas ce qu'on voulait faire, nous allons enquêter pour que la prochaine fois ça se reproduise plus jamais, etc. Bon, et vous n'êtes pas un sauvage, donc vous dites, bah oui, monsieur le préfet, quand même, d'abord ça fait mal, deuxièmement, quand même, c'est pas acceptable, puis après, à faire classer, quoi. Hein, parce qu'on sait que les gens sont de bonne composition. Le préfet n'a pas l'intention de tabasser tous les élus dès qu'il y en a un qui passe, et puis les élus n'ont pas envie de se faire tabasser, donc de se mettre dans des situations qui conduisent. Avec le préfet allemand, c'est fini tout ça. Hein. Alors le préfet allemand passe encore, il a été embauché pour ça. Faut pas non plus se tromper. Hein. Bon, lui, c'est un maniaque de la violence. Vous vous rappelez de cette sortie où il a dit à quelqu'un, on n'est pas dans le même camp? Oui, je suis gilet jaune. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. On n'avait jamais entendu un truc pareil dans la bouche d'un préfet, parce que les préfets sont au service du peuple, hein, pas l'inverse. Mais là, bon, on s'adresse au Premier ministre, monsieur Jean Castex, il a l'air comme ça, bon comme du pain bis, hein. Donc on lui dit, mais écoutez, en plus, vous m'avez entendu, j'ai pris les formes, je monte un peu la voix quand je parle de l'incident, mais je monte pas la voix contre lui, je monte la voix contre l'incident. On voit une escalade s'opérer, monsieur le Premier ministre. L'inviolabilité des députés et la garantie de leur liberté de parole et d'action au nom du peuple, par la volonté duquel nous sommes ici. Et le gars, on est donc en question d'actualité au gouvernement, tranquillement, il me répond qu'il y a un policier qui, paraît-il, s'est pris une pierre dans la tête, donc il renvoie tout ça à égalité, personne n'a jeté de pierre d'entre nous, en tout cas pas Bénédicte Taurine, et ça ne justifiait pas qu'elle soit jetée par terre et tabassée, ça ne justifie pas ça. Mais lui, Castex s'en fout. Son truc, c'est nos forces de l'ordre qui mettent en péril leur prox existante. Tu t'imagines que Bénédicte Taurine était en train de mettre l'existence de qui que ce soit en danger ou les autres qui étaient là. C'est de la Confédération de paysannes. Vous les connaissez, c'est pas des violents. C'est des gens... En plus, qu'est-ce qu'ils venaient faire là, hein, au Pôle emploi? Ben, ils voulaient dire, nous, on propose qu'il y ait du travail à la terre. Bon, c'est un symbole, quoi. Vous voyez, c'est un symbole pour la manif. Et qu'est-ce qui venait fiche là? Demander à avoir un entretien avec le président de la République. Tu parles d'une bande d'incendiaires et de violents. Bon, c'est les gens qui viennent pour demander dans une forme qui pique un peu l'intérêt et l'attention. Bon, évidemment, le préfet allemand, dès qu'il entend dire ça, les paumes, les matraques, le gaz, tout, ils ont eu droit à tout. Hein. C'est, voilà, signé le préfet allemand. C'est-à-dire qui crée le désordre? Le préfet. Qui est fauteur de troubles et de violences? Le préfet. Et, naturellement, les hommes qui sont assez bas et qui s'oublient, qui oublient quel est leur rôle pour frapper un élu en écharpe, et en plus une femme, je dis en plus parce que il est évident qu'il y a un réflexe sexiste dans le fait de frapper au milieu d'un groupe de 10 ou de 15 personnes, une femme, parce que sans doute pour cette brute ça lui paraît plus facile à faire. Donc ça s'est terminé comme ça, que le Premier ministre n'a même pas eu un mot de regret. Comment dire? Même si vous ne voulez pas regretter, parce que bon, il faut qu'il donne l'impression que tout se vaut, mais au moins un mot respectueux.
à l'égard de Madame Bénédicte Taurine, d'accord? Parce que quand il s'agit de me reprocher à moi de ne pas avoir dit un mot pour ceci, pas avoir dit un mot pour cela, ils sont tous là. Hein. Mais là, il s'agit d'une députée qui ne peut pas être à la séance des questions parce qu'elle a été bousculée et brutalisée. Eh bien, le Premier ministre d'une République n'a même pas un mot de considération pour elle. Hein. Comme je vous ai raconté l'histoire de tout à l'heure, hein, le préfet il s'était excusé. C'est pas marrant, mais c'est le revers de l'autorité. C'est vous qui avez l'autorité, et une bêtise qui s'est faite, vous assumez. Tout le monde connaît ça dans son boulot. Hein. Tout le monde connaît ça. Mais pas lui, M. Castex. Lui, il s'en fiche. On a jeté une élue à terre, alors après, il va nous faire des gros roulements de voix, la République et tout ça. La République, mon gars, c'est chacun des députés qui l'incarne. Député du peuple, la République, c'est chacun de nous. Bref. Il y a donc une très mauvaise ambiance. Et ça se termine avec les balades du président de la République dans le pays. Il est quand même un peu spécial, ce gars. Hein. Il me voit au bas, il va à 50 km à côté. Alors il arrive avec... alors il y a des gendarmes partout, les gars ils font leur métier, on leur a dit de le faire. Si vous n'êtes pas du coin, vous n'avez pas le droit d'y être. Donc il interdit aux personnes qui ne sont pas du coin. Les gens du coin, ils peuvent se déplacer en montrant leurs papiers, en prouvant qu'ils sont de là, à des tas de gendarmes qui ne connaissent pas les gens du coin, c'est pas leur coin. Hein. Et Sa Majesté, Macron Ier, va pouvoir faire des coucous à des gens dont on se demande d'où ils sortent. Bon, les mauvaises langues m'ont dit, ça peut pas être nous, vu que nous nous interdit de sortir de chez nous. C'est donc des gens qu'ils ont amenés. Bon, je suis sûr que les journalistes vont en parler, parce que vous savez ce que c'est, la presse, elle est indépendante et objective, donc elle va sans doute se soucier de savoir à quoi correspondent ces gesticulations monarchiques de M. Macron. Alors, bon, moi aussi, je fais le tour du pays, mais heureusement pour moi, hein, je dis heureusement pour moi, je le fais sans les gendarmes, sans avoir je ne sais combien de véhicules de sûreté, des types avec des gilets pare-balles, un hélicoptère qui passe au-dessus pour surveiller si dans les bois il n'y a pas quelques sangliers qui ont l'intention d'attaquer le chef de l'État, ou que sais-je encore. Tout ça est disproportionné, ridicule, mais c'est la campagne du chef de l'État. Écoutez-moi, moi je ne dis pas qu'il n'a pas le droit et que c'est pas bien qu'il aille dans le pays. Hein. Moi je serai président de la République à cet instant, je le ferai. Et puis si je suis élu en 2022, je le ferai. Mais pas ça, quoi. Pas bloquer les gens dans les villages, amener tous les moyens de l'État. Oh, c'est la France. Personne n'a l'intention de tuer le chef de l'État. Et puis si jamais il y a des fous ici ou là, bon... Les officiers de sécurité, ils savent régler ça. Il n'y a pas besoin de déplacer une armée, des hélicoptères et tout le reste. Pour surtout ça, c'est disproportionné. Mais en tout cas, c'est ça l'ambiance. Et comme ça tombe 15 jours après une manifestation de policiers factieux mettant en cause, disant si on est assez nombreux, ça va nous permettre de percuter la Constitution et la loi, il y a une ambiance qui ne me plaît pas. Et je crois qu'il n'y a pas qu'à moi que ça ne plaît pas, de surenchère partout. Bon, ça c'était le premier sujet. Je veux dire toute mon amitié, mon affection et mon respect pour les militants écologistes de Bure et les assurer qu'ils ont tout notre soutien dans cette affaire, comme l'a rappelé à la tribune de l'Assemblée nationale Hugo Bernalicis au moment où se discutait la nouvelle loi, et énième loi sur le terrorisme, qui, comme les autres, ne servira à rien. Bon, alors vous avez vu l'histoire d'Orange, les numéros que vous connaissez, qui sont les numéros spéciaux qu'on appelle, on a tous ça en tête, le 15, le 17, le 18, tout ça est tombé en panne pendant 6 heures. Alors Orange a présenté des excuses et tout ça. Et bien moi, je vais vous dire, je trouve ça suspect. Parce que ça rentre dans un système où, à chaque fois qu'il s'agit de privatiser quelque chose, on commence par montrer que le service public ne fonctionne pas, qu'il y a un problème, etc. Genre, une fois que ça va être privatisé, vous allez voir, parce que c'est l'entreprise privée, c'est efficace, ça marche tout le temps. Tu parles que ça marche tout le temps. Bref, en tout cas, ça tombe à ce moment-là. Et ça tombe aussi au moment où la discussion sur la privatisation d'EDF est repartie, à l'initiative du gouvernement, et de l'Union européenne qui impose le démantèlement des grands services publics en instaurant une concurrence. Il dit « vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit d'avoir une entreprise publique, mais il doit y avoir de la concurrence privée. Pourquoi faire, je vous prie ?» Bon, le téléphone, ça fait 115 ans que c'est une propriété collective de tous les Français. Qu'est-ce qui fait que c'est si urgent? Qu'est-ce qui ne marche pas, qui justifie qu'on privatise? Eh bien maintenant, vous avez un exemple de ce qui ne marche pas. Voilà comment ils travaillent, eux. Hein. Ils sabotent, ils font les choses, hein, puis ils les mettent en épingle pour vous montrer pourquoi il faut du privé. Et ça tombe, je vous l'ai dit, en même temps
que le projet Hercule qui, lui, porte sur l'électricité. Et dans l'électricité, on vous a fait le même numéro. Ah, ça marche pas, puis les gars d'EDF, ils ont droit à ceci, à cela, c'est des privilèges, blablabli, blablabla. D'accord? Et puis ça marche pas, ça marche moins bien que, ça coûte trop cher. Bon, hop, on privatisait des morceaux et des morceaux et des morceaux. Et le résultat de cette merveille, c'est que l'électricité coûte 2 fois plus cher qu'avant, quand elle était totalement publique. Alors les gens, vous réfléchissez, à quoi sert la privatisation? Est-ce que ça marche mieux? Non. Et on peut penser même que ça marchera de plus en plus mal. Pourquoi? Parce que pour tirer du jus, c'est-à-dire de l'argent pour les dividendes et les profits, bah, vous connaissez le moyen, vous. Soit vous avez des instruments techniques qui sont infiniment meilleurs, soit vous contractez le personnel. Bah là, ils ont contracté le personnel de plus en plus, 5 à 10 000 personnes de moins, là je parle pour Orange, hein, et puis ça ira de plus en plus mal, puis à la fin on vous dira, bon on vend le reste parce qu'on s'en fout, on n'en a plus besoin. Pour l'électricité, c'est plus sournois, s'ils avancent pas à pas, alors à chaque épisode, des fois, le temps que vous racontiez tous les autres épisodes, il y a 3 revues de la semaine qui ont été enregistrées, donc moi je m'en tiens au moment où on est le compteur Linky, alors il y a eu toutes sortes d'histoires avec ce compteur, parce qu'alors ça c'est vraiment un flicage de vos usages électriques incroyable. Hein. Cette machine est capable de renseigner immédiatement, de dire combien vous usez d'électricité, à quelle heure et pourquoi faire. Parce que si c'est votre machine à laver qui se met en route, si c'est votre frigo qui tourne, quand la machine à laver se met en route, bah, ça montre que vous êtes en train de prendre un peu plus d'électricité. Bref, ça vous surveille nuit et jour, et ça permet bien sûr d'améliorer notre offre qui sera plus flexible, etc. Blablabla. Les histoires qu'on connaît tous, et qui débouchent toujours sur la même chose, un contrôle plus grand et des soi-disant économies qui en réalité sont resservies à des actionnaires. Là, tout d'un coup, alors qu'ils nous avaient dit que c'était gratuit, beaucoup d'utilisateurs ont fait de la résistance passive, d'autres se sont fait avoir, on leur a juste dit un jour, vous êtes dans une copropriété, on a dit, ah, maintenant il y a un compteur Linky pour la copropriété, le lendemain vous avez les gars à votre porte qui viennent pour vous en mettre un chez vous. Bon, il n'y a qu'à pas être chez soi au moment où ils sont là, et ainsi de suite. Bon, il y a des gens qui ont résisté. Et puis les autres sont fait avoir, et 31 millions de personnes comme ça. Puis alors il y a tous ceux qui disent, bah, pourquoi pas, parce qu'on me dit que c'est pour mon bien, que ça va améliorer les choses. Les gens sont braves, hein. Faut pas croire que c'est tous des casse-pieds qui veulent obéir à rien du tout, c'est pas vrai. Alors ils ont accepté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'il va falloir qu'ils payent le compteur. Ah non, vous n'avez pas dit ça, on avait dit que c'était gratuit. Ah oui, mais vous n'avez pas lu les petites lignes. Dans les petites lignes, il était dit qu'on vous a installé le compteur et qu'on verrait quand est-ce que vous le ferez payer. Vous n'êtes pas au courant. On vous avait dit, ben non, ça ne sera jamais payant. Ben maintenant, ça va être payant. Et c'est justement le moment où il va y avoir une privatisation qui continue avec EDF. Donc, vous allez payer le compteur Linky, pas pour payer le compteur, mais pour pouvoir garantir le versement de dividendes aux actionnaires de l'entreprise qui va être dans le paquet privatisé dans le cadre du projet Hercule. Et je ne vous raconte pas d'histoire, parce qu'au passage, ils ont eu quand même une méthode commerciale qui est assez intéressante. Ils ont emprunté, pour installer ces compteurs Linky partout, ils ont emprunté à 0, je sais pas quoi, enfin, 3 francs 6 sous, 0, quelque chose. Bon, 0%. Et puis, quand ils le facturent aux gens, ils disent, ah ben nous, on ne vous prend pas un sou, hein. On vous fait payer ce que vous devez pour le compteur. Ah oui, mais on a regardé le détail, enfin c'est les associations qui l'ont fait. Là, on prend, ils vous le facturent comme si il avait été à 4%. Faut oser, hein. Donc là, toc, ils vous prennent 4% dans votre poche et vous êtes content, souriez, vous êtes filmé et Linky surveille le film. Voilà. Et ça va vous donner 15 € par an pendant je ne sais pas combien d'années. Et les actionnaires qui vont acheter des actions de la boîte en question, qui va posséder les compteurs Linky, eh ben, ils seront bien contents, mais comme d'habitude, ils oublieront de vous dire merci, et à chaque élection, ils diront que si vous votez Mélenchon, vous allez développer l'État et empêcher la flexibilité de l'économie, la privatisation, la start-up nation et je ne sais quelle autre salade, avec laquelle on vous enrobe tous les 5 ans quand il y a une élection présidentielle. Et cette fois-ci, ça m'a l'air d'être reparti pour le même bobard. Voilà, je voulais vous le raconter. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant. J'ai essayé de vous donner des arguments. Protestez, résistez, ne vous laissez pas faire. Bon, alors, si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, parce que nous, ça nous plaît de voir les pouces bleus.
Si vous êtes passé là pour la première fois et par hasard, et que ça vous a intéressé, que vous voulez revenir, eh ben vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et là ça le restera, c'est pas comme le compteur Linky. Et puis, juste après ça, vous avez une description qui fait le lien, ça s'appelle comme ça, une description, vous avez les liens pour si vous voulez regarder des choses qui ont un rapport avec ce que je viens de raconter, et que Antoine a sélectionné. Des fois il n'y a pas de lien, des fois il y en a, vous verrez bien. Mais surtout, il y a une nouveauté, c'est qu'à chaque fois qu'on termine, on donne la parole à quelqu'un qui dit pourquoi il regarde la revue de la semaine, parce que il y a quelques temps de ça, j'ai dû poser la question aux gens, je sais pas pourquoi vous regardez ça. Moi-même, je m'explique pas le succès de cette histoire. Et Antoine m'avait suggéré de vous proposer d'envoyer des vidéos pour expliquer. Alors, il y en est arrivé, je ne sais combien, beaucoup, 500, je crois. Et bon, on a décidé d'en passer comme ça derrière pour que vous n'ayez pas l'impression que je vous ai demandé un truc pour rien. Puis en plus, ça, en général, c'est plutôt sympa, ça fait un beau sourire à la fin. Allez, maintenant c'est le temps du beau sourire. Bon, je me lance. Alors, bonjour Jean-Luc. Donc, moi c'est Jean-Louis. Pourquoi je regarde la revue de la semaine, enfin les revues de la semaine à chaque fois et que je suis abonné depuis le début? Tout simplement parce que j'ai été intéressé par le programme des Insoumis. J'ai voté pour les Insoumis il y a la dernière élection. Et puis, j'ai été conquis par les propositions, l'humanisme, vraiment dans toutes les propositions dans le programme. Et aujourd'hui, je suis de A jusqu'à Z et voilà, j'ai été conquis tout simplement. Donc pour rentrer dans le détail, on va pas rentrer dans le détail non plus, puisque ça doit être court. En tout cas, j'ai été séduit par... pour moi, vous ferez un bon président et les Insoumis feraient un bon gouvernement. Voilà.